قادر أيا عبد قادر كنت القدير وكان النضال طويلا عسيرا. Bonsoir et bienvenue à Arris, à Mascara, où l'émir Abdelkader avait jeté les fondements de l'État algérien moderne. Le 27 novembre 1832, sous cet arbre, sous ce frêne appelé ici Arris Derdera, sur les rives du Oued Frouha, l'émir Abdelkader avait alors réuni les principaux chefs de tribus de l'Ouest pour avoir la première Moubaïa. À partir de cette date, à partir du 27 novembre 1832, l'émir Abdelkader va s'imposer comme le chef charismatique et incontesté de la résistance algérienne contre l'occupant. À l'ombre de cet arbre, l'épopée d'un homme qui va marquer le 19e siècle va commencer, et l'histoire d'un homme qui va façonner la pensée politique algérienne va également commencer ici à Arris. وكان النضال طويلا عسيرا. شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكنت النصيرا. Après cet hommage de notre Moufdi Zakaria national à l'émir Abdelkader, place au débat pour donc revenir sur la portée de la Moubaïa. J'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Dahsen Djaker, professeur à l'université de Mascara et historien. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. J'ai le plaisir de recevoir également le professeur Abd Soltana, historien et professeur à l'université d'Oran 1. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. J'ai le plaisir de recevoir également le chercheur en histoire, Belkas Mokhtar Hajaïl. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir également M. Bouhalfa Amazit, journaliste spécialisé en histoire et scénariste. Je commence par vous, M. Bouhalfa Amazit. Quand on parle de la Moubaïa, ce n'est pas une question d'allégeance, comme l'ont écrit les historiens français notamment. Ce n'est pas une affaire d'allégeance. C'est-à-dire que la traduction du mot allégeance ne va, à mon avis, ne va pas pour cette période, pour cette cérémonie très particulièrement. L'allégeance, c'est établir un rapport de souveraineté à vassalité, c'est établir un rapport de soumission d'un chef de tribu ou d'une simple personne à quelqu'un qui est considéré comme supérieur. Je pense que dans les cas très précis, si on étudie ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire les demandes qui ont été faites au père Mahieddine de prendre, c'est-à-dire la tête de quelque chose, ce n'est pas la tête d'une tribu, d'une fédération de tribus, c'est de la résistance. La patrie est en danger, le pays est en danger, l'invasion depuis 1830. Donc, je pense que c'est davantage trouver un homme qui puisse constituer le dénominateur commun et qui puisse constituer le fédérateur de toutes ces tribus, les trois premières qui avaient dit, bon, on va l'utiliser pour une meilleure compréhension, mais comme simple opératoire, qui avaient fait allégeance. Si je fais allégeance à quelqu'un, si nous sommes trois, on fait allégeance à quelqu'un, il faudrait quelqu'un pour nous fédérer, nous mettre d'accord tous les trois, et c'est ce qu'a fait l'émir Abdelkader, puisque immédiatement, par la suite, c'est passé, d'autres tribus sont venus demander son aide, non pas se soumettre à lui, mais demander son aide pour qu'il puisse faire exactement ce qui s'est fait. Ça s'est passé. Titri, Médiana, un projet politique, militaire. C'est un dispositif militaire, d'abord parce qu'il y a un danger, et ensuite, ce qui est très important à dire, c'est-à-dire que
la résistance de l'émir Abdelkader n'était pas une résistance, c'est-à-dire une opposition à une armée d'invasion simplement. Il était porteur, c'est vrai qu'il a organisé cette résistance, mais il était également porteur d'un projet, un projet d'État. Ça ne s'est pas arrêté à repousser ce que nous avons vu par la suite. C'était repousser l'étranger, repousser l'envahisseur, on peut repousser l'agresseur. Ça ne s'était pas arrêté là. Il était porteur d'un projet national et non pas uniquement pour une région. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il s'est appliqué à faire les années qui vont suivre. Et je pense que nous allons en parler. Monsieur Belkacem Mokhtar Hadjaïli, le contexte de cette Moubaïa était particulier. On parle du contexte de l'anarchie suite à l'effondrement du baïlik ottoman, mais aussi suite à l'invasion française, à la colonisation, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. L'élément principal, c'est ça, c'est l'invasion française. Là, pour moi, je pense que c'est en même temps un aboutissement et un point de départ. La première des choses. La deuxième des choses, je crois que ça traduit une rencontre entre le destin d'un homme et le destin d'une nation en devenir. Même si bien sûr il existait auparavant, mais sous une forme qu'il fallait parfaire par la suite. Moderniser, c'est le mot. Exactement. C'était le projet de l'émir. Exactement. Ce n'est pas seulement un acte symbolique ou un acte politique. Hein? Mais c'est surtout, comme vient de le rappeler, c'est Boukhalifa, c'était le départ d'un projet de société, d'un projet de nation. Et je crois que quand on utilise la formule de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État moderne, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Fondateur de l'État moderne, M. Abd Sultana, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les circonstances? Comment cet homme, qui n'était pas destiné forcément donc à être un chef de la résistance, va réussir à s'imposer rapidement donc, comme chef charismatique, mais aussi incontesté de la résistance contre le colonialisme français? Merci. Moi, je voudrais revenir sur la Moubaïa. Oui. Donc, l'acte de la Moubaïa, il faut le contextualiser. C'est-à-dire le situer dans son contexte socio-historique. Mais tout d'abord, je voudrais dire, et pour reprendre M. Khalfa, sur l'allégeance, le terme d'allégeance, qui a été adopté dès le départ par l'historiographie coloniale. Exactement. C'est eux qui ont donné cette traduction qui est, à mon avis, erronée. Parce que le terme Moubaïa, quand on le traduit allégeance, il est altéré. Il est même vidé de son sens. La Moubaïa, ce n'est pas un acte politique, mais c'est un acte hautement religieux et hautement symbolique. Donc, on doit, de nos jours, travailler sur ce concept de la Moubaïa et le sens réel de ce concept pour nous libérer de la doxa coloniale qui nous a imposé allégeance comme étant qui donne le sens de la Moubaïa, alors c'est de l'altération. Pour revenir à votre question sur l'émir Abdelkader, oui, et sur la destinée de l'émir Abdelkader, l'émir Abdelkader est apparu comme un homme de crise, selon la notion weberienne. C'est-à-dire, l'émir Abdelkader, c'est l'émergence d'un personnage charismatique. Dans l'expérience de l'émir Abdelkader, on trouve la perspective khaldounienne et la perspective weberienne. C'est-à-dire, il est le fruit, qu'on le veuille ou non, il est le fruit d'une certaine asabiya, oui, dans le sens khaldounien du terme.
quand on voit les 3 tribus qui ont investi ou qui ont donné l'investiture à l'Amir Abdelkader, à savoir l'Ibn Amr, les Ghreba et les Hchem. Donc, cette première Moubaya'a, c'était le fruit d'une alliance entre ces 3 tribus. Et puis, dans le sens wébérien, j'ai dit que l'Amir est apparu comme un homme de crise. N'oublions pas que dès la chute d'Alger et puis la chute d'Oran le 4 janvier 1831, il y a eu l'intervention marocaine à Tlemcen, il y a eu l'intervention tunisienne binée par Clausel à Oran. Donc, et ces 2 interventions ont marginalisé le rôle de force vive de la société algérienne. Donc, il y a les Marocains qui sont arrivés aux portes de Blida, et il y a les Tunisiens qui ont imposé un ordre, une protectorat sur Oran. Donc, et les Algériens sont où là? Et puis, le protectorat tunisien sur Oran a échoué suite à des circonstances. Et puis, l'intervention marocaine a été repoussée par l'armée française. Donc, la société dans l'Oranais, au Beylik el-Gharb, s'est trouvée face à son destin. Surtout après la chute d'Oran. Les débris du Makhzen d'Oran, Douaïr Zmela, se sont réfugiés à Tlemcen en s'alignant avec les coloris de Tlemcen, en proposant le Bey Mustafa, fils du Bey Mohamed Khbir, comme chef ou comme Bey, un nouveau Bey sur Oran. Donc, dans ces circonstances-là, l'émir Abdelkader est apparu. C'est pour ça que j'ai dit au départ, il est apparu comme un homme de crise. Un homme de crise. Le professeur Dassine Djaker, l'émir a eu la première Moubaya'a, donc de la part des 3 fameuses tribus, mais il va exiger lui-même donc une autre Moubaya'a, celle du peuple, parce que c'était la plus importante, n'est-ce pas? Oui. Justement, après la première Moubaya'a, sous cet arbre, l'arbre de la Moubaya'a, et après, avec toutes les tribus, les chefs de tribus qui sont venus ici, à Gris, les tribus de, par exemple, les Yaqoubiya, de la région de Saïda, sud de Saïda, les tribus de Maskara, comme le Hchem, même des Mourabitines sont venus de Béjaïa, ont assisté à la première Moubaya'a. Je peux dire que la première Moubaya'a, la Moubaya'a d'abord, c'est un accord, une charte ou un accord entre 2 parties, entre l'émir et le peuple. Je ne dis pas la population, je dis le peuple, c'est mieux, parce que ces tribus-là, les chefs de tribus, ils croyaient à la nation. Où ils savaient bien, ces tribus, que l'Algérie, la nation algérienne existait avant. C'est pour cela que ces tribus sont venues ici à Gris pour être d'accord sur la nomination de l'émir Abdelkader. La deuxième Moubaya'a, après la première Moubaya'a, l'émir Abdelkader et sa famille sont partis sont revenus à Guetna, et 2 mois après à peu près, le 4 février 1833, ils sont allés à Maskara, à la mosquée, c'est symbolique ici, la mosquée de Moubaya'a à Maskara, le quartier de Ain Baïda à Maskara, une ancienne mosquée qui date de 1781. Et là, l'émir Abdelkader, sa famille, et ses compagnons, les chefs de tribu, ils sont arrivés à la mosquée, et là on constate toute la population de Maskara et de la région. Cette population est venue pour être d'accord
pour une deuxième Moubaïa, c'est-à-dire, on peut dire que l'Amir Abdelkader, il a été élu démocratiquement, que ce soit par les chefs de tribu, d'abord, à la première, et à la deuxième, par toute la population, le peuple algérien. Donc, c'est un acte entre deux parties, entre l'émir et le peuple algérien. Donc, comme disait M. Boukhalifa, je pense que l'allégeance n'a pas d'équivalent en arabe. Donc, la Moubaïa avait d'autres sens, d'autres concepts. Un concept religieux, parce que l'émir Abdelkader se basait, c'est-à-dire selon la tradition musulmane, a eu l'allégeance, la Moubaïa. Et selon aussi ce qui s'est passé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons ont été d'accord pour qu'il soit l'ont soutenu justement dans sa démarche. Donc l'importance de la religion est là, dans la Moubaïa. Il y a un autre sens, c'est le sens politique. Et le sens, il y avait cette notion, la notion de l'État chez l'émir et même chez toute la population, l'État algérien. Donc on est en face d'un ennemi qui vient d'occuper l'Algérie. L'Algérie. Ouais. Monsieur Boukhalifa Mazid, l'émir Abdelkader, à partir donc, de ces deux événements importants, fort de deux Moubaïa, celle des notables des tribus, mais aussi celle du peuple, il va mettre en place donc les fondements de son État. Il aura comme point de départ et comme fondement principal de cet État la notion de justice, n'est-ce pas? Au départ, bien entendu, c'est-à-dire que lorsqu'on lit la Vox Populi, disons, ce qu'on croit, c'est qu'immédiatement après, il s'est mis à guerroyer, il a tiré le sabre, etc. On parle de l'émir Abdelkader comme du guerrier, parce qu'on va créer l'histoire, la Vulgate, disons, d'une façon générale, va distinguer les trois grandes périodes. Sa jeunesse, qui est très, 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 très importante, son éducation, par une mère qui a été très attentive à son éducation, qui l'a suivie, etc. Et nous n'en parlons pas assez. Et il y a également, bien sûr, son expérience, ses voyages, c'est des voyages très instructifs. Son père l'emmène avec lui, il lui montre des choses. Il n'avait que 17 ans, il était très jeune, donc il découvre un monde. Il s'imprègne, non pas seulement de la force des autres, mais de ce qui fait la faiblesse de cet empire turc. Ce qui fait la faiblesse de cet empire, ce qui fait le fait que cet empire qui régnait sur la moitié de l'Europe et la moitié de l'Asie occidentale s'effondre. Mais il voit l'émergence en Égypte particulièrement, il voit l'émergence de Mohamed Ali, il voit des choses qui vont rester imprégnées. Et il apprend beaucoup de choses. Il revient donc ici et il voit ce qui se passe ici. Il rentre en 28, 29, juste un an après, il y a les Français qui interviennent dans son pays. Et disons une chose très simplement, si le Dey, si le Deylika, disons, si l'armée turque avait fait son travail, l'émir n'existerait pas. C'est l'émergence, comme disait le professeur, c'est la crise qui a permis cette émergence, l'émergence d'un homme qui est porteur d'une idée de résistance et il est porteur de cette idée d'État. C'est lui le premier qui va précipiter l'Algérie dans la modernité. C'est-à-dire on ne va plus penser en confrérie, on ne va plus penser en tribu. D'ailleurs, après... Il va abolir les rapports de vassalité. Tous ces rapports qui étaient anciens, lui, il va établir... On ne parlera plus, d'ailleurs, après 1847, c'est un petit saut que je fais, juste pour les besoins de la démonstration, on ne parlera plus de tribu, on parlera de région.
la région du Titri, la région du Djurdjura, la région du Sud, le Mzab, le Constantinois. Ce sont des régions. Et la notion de région est une notion certes géographique, mais elle englobe à l'intérieur des tribus qui ont disons, un objectif commun. Et c'est lui qui va fédérer tout ce monde. Et c'est lui qui va être porteur de ce projet. Et il va le porter par les armes, bien entendu. Sans trop y croire, il savait, il ne se faisait pas d'illusions, son armée face à l'armée française. Mais il va aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire de cette logique, pour construire cet État. Et les 2 années et 5 mois de la Tafna vont lui permettre de créer quelque chose qui va étonner l'ennemi. Bellemare dit que dans son livre sur l'émir, il dit que on se demande jusqu'où il aurait été si la Tafna, c'est-à-dire si le traité de la Tafna n'avait pas été interrompu, jusqu'où aurait été cet homme. Il a fallu, et il le précise, il aura fallu 7 ans pour 100 000 hommes de la plus puissante armée de l'époque, pour détruire ce qu'il n'a fait qu'en 2 ans et 5 mois. Il s'étonne de cela. Il était considéré comme non seulement un général d'armée, c'est-à-dire un homme qui savait galvaniser ses troupes, qui était un stratège, un fin stratège, mais également cet homme qui tout en se battant, construisait. Ce n'était pas facile pour cette époque. Il avait, comme disait le professeur tout à l'heure, il y avait le Maroc à côté, il y avait les convoitises du bey de Tunis, il y avait les Kourourli, les résidus de l'ancien empire. Il y avait les seigneurs féodaux. Et puis ensuite, à l'intérieur, les féodaux, c'est tout ce qui était, c'est-à-dire ce que la France aurait pu, ou que l'Empire ottoman arrangeait à l'époque. Donc encore une fois, c'est lui qui va précipiter la guerre. Et il le fait sentir, on ne peut pas aller très loin sans un État. Il nous faut cet État. Et cet État, la nation existait. La nation existait. Oui. Les éléments constitutifs de la nation existaient, il manquait à l'organisation nécessaire, c'est-à-dire l'État. L'État. Justement, M. Belkacem Mokhtar Hadjaï, comment l'émir va procéder maintenant à mettre en place cet appareil qui était l'État, le gouvernement, parce qu'il va mettre en place d'abord un gouvernement et puis il va créer, comme l'a si bien dit Boukhalifa, des khalifaliques, c'est-à-dire des khalifats un peu partout, dans les principales régions d'Algérie, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il faut revenir à la personnalité de l'émir. Oui. N'oublions pas que, d'une part, il était très jeune à l'époque. Oui. Ah, il n'avait pas encore 30 ans. Il n'avait même pas 25 ans. Voilà. 25 ans, voilà. 24. Oui. Mais l'éducation qu'il a reçue, les voyages qu'il a fait, lui ont permis de tirer les leçons essentielles pour la constitution d'un État qu'on pourrait qualifier de moderne. C'est un État moderne à l'époque. C'est-à-dire oui. avec toutes ces instances, toutes ces structures qui lui permettent de vivre, non seulement de vivre, mais de continuer à vivre. Je crois que la meilleure illustration, c'est quand la France coloniale a pris conscience de ce qu'il représentait comme symbole sur tous les plans. D'autant plus que entre le profane et le religieux, il n'y avait pratiquement pas de barrière. Oui. La preuve en est que lorsque la France est arrivée ici en décembre 1835, la première des choses qu'avait faites l'armée de Clausel, c'était d'abord s'attaquer à la mosquée de Moubaïa. Oui. Ça, c'est la première des choses. C'était la première tentative d'occupation de Mascara, en juin 1835. Exactement. Oui. Décembre. Hein? Décembre 1835. Début décembre 1835. Oui. La preuve encore qui confirme la première, c'est que lorsqu'ils ont occupé Mascara en mai 1841,
La première des choses qu'ils ont faites également, c'est de transformer le symbole de la résistance algérienne, en l'occurrence la mosquée El Moubaya, à l'époque c'était la mosquée Aïn el-Baïda, Oui. de la transformer en magasin à grains. Ce qui veut dire que tout ce qui a été entrepris, c'était par la France, c'était pour casser justement cette volonté de construire un État basé sur tout ce qui peut lui permettre. Un État qui a un ancrage. Mais la meilleure, pour illustrer aussi ce point-là, c'est tout un symbole. Oui, c'est Il n'a un pas arbre. choisi une tente, il Oui. n'a pas choisi une mosquée la première fois. L'arbre, c'est tout un symbole, à Bien commencer par les racines. Ouais. Un attachement profond à ces racines. Donc de là, la constitution, de tout ce qui, disons, de mettre en place tous les attributs d'une nation. Tous les attributs d'une nation. À commencer par la justice, l'armée, qui était la chose la plus importante. Les finances. Ah, les grades dans l'armée, les soldes pour l'armée, etc. La justice, qu'on ne peut bien sûr escamoter. Sans elle, il n'y aurait pas d'État. Donc tout cela fait que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il mérite largement le qualificatif de fondateur de l'État moderne. Moderne. Cheikh Abd Sultana, l'émir dans sa stratégie, comme il a si bien dit Sibel Ras Mokhtar Hadjaïl, avait mis en place donc, un dispositif qui va lui permettre de bâtir un État en s'appuyant également sur des hommes, n'est-ce pas, les khalifaliques. C'était pas par hasard qu'il avait choisi des hommes. Ben Allal, par exemple, c'est Bouhamidi, pour ne citer que ces deux figures qui ont beaucoup donné donc, à la résistance contre le colonialisme français, n'est-ce pas? Pour revenir à ce qu'il a dit ici, Jail, la centralité anti-l'émir Abdelkader. C'est-à-dire le souci de l'émir Abdelkader, c'est de créer un État ou un pouvoir central et centralisant. Parce que l'émir Abdelkader, lors de la Mubaya, il anticipait une situation qui est celle de les tensions tribales. C'est-à-dire gérer une société rurale, tribale, et quand je dis tribal, dans le sens khaldounia. C'est-à-dire, et quand on sait que chaque tribu, en Algérie ou dans l'ouest algérien, avait ses limites territoriales, avait ses saints sacrés, avait son marché, avait son poète. Donc, la notion de la centralité, pour que l'émir opérer cette notion dans les faits, ce n'était pas une tâche facile. Et je vous cite toujours lors de la Mubaya, la première et la deuxième. L'émir Abdelkader, lors de la Mubaya, la première Mubaya de 1832, il avait reçu l'investiture de 3 tribus, à savoir Hichem ibn Amr et le Ghiraba. La deuxième, Mubaya, le 4 février 1833, il avait reçu la Mubaya générale Amma de tous les tribus. Mais l'émir Abdelkader, après cela, il tenait à obtenir l'acte de la Mubaya de chaque tribu. Il faisait les déplacements personnels chez chaque tribu. Ouais. C'est-à-dire parce qu'il était hanté par le souci de la centralité, c'est-à-dire ces tribus, à tout moment, ils peuvent revenir à leur ancien système. Bon, l'Amir Abdelkader,
dans son fondement de ce qu'on qualifie aujourd'hui de l'État, moi, en tant qu'historien, je m'interroge toujours et je me dis, est-ce que l'émir a fondé un État, un pouvoir, une autorité? Parce que l'émir Abdelkader, je vous dis, dans son expérience de chef d'État, entre parenthèses, il y avait le charisme, il y avait la asabiya, il y avait la mubaya'a, il y avait la shura, où il y avait dans l'organisation de son État, on sent qu'il a une perspective jacobine de l'État, c'est-à-dire un État central, où il centralise tous les pouvoirs, où il installe une armée, une administration, même pénitentiaire, une administration judiciaire, tout ça, ça relève de l'État jacobin. Et en parallèle à ça, on trouve l'émir comme chef religieux, où il préside le conseil de Oulama. Donc, on trouve dans l'expérience de l'émir Abdelkader ces deux notions, c'est-à-dire traditionnalistes et modernistes en même temps. Donc, et cet État, je vous ai dit que moi, juste à nos jours, je m'interroge, est-ce qu'il a fondé un État au sens moderne du terme État? Au sens moderne, je dis. Ou bien une autorité qui s'appuie sur le religieux et sur le tribal. Donc on ne peut pas négliger ça. Même lors de la Moubaïa, Cheikh Sidi Mehdi, le père de l'émir Abdelkader, avait la maîtrise des réseaux confrériques en Algérie. C'est-à-dire les confréries religieuses en Algérie ont beaucoup apporté, ont beaucoup joué dans l'investiture de l'émir Abdelkader. Donc son père, il était le grand muqaddam de la Qadiriya, dans l'ouest algérien, donc, et il avait la maîtrise de ce réseau de confrériques. Donc, et dans tout ça, ça me pousse à proposer une hypothèse que l'émir a déclenché un processus de construction d'un État qui a été avorté. En 1848, il a été avorté. Mais j'adopte un autre concept, c'est-à-dire qu'il a redonné vie à l'État algérien moderne. Monsieur Hassan Jaker. Oui. Pour préciser la pensée du professeur, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Il est évident que son action de fondateur, quand on dit fondateur, c'est dans le sens perspectif de la chose. Et dans l'état, les possibilités et l'état, les conditions politiques qu'il avait, il ne pouvait pas faire quelque chose s'il n'avait pas les instruments de la modernité. Il est évident également, et je suis entièrement d'accord avec vous, qu'il n'a pas instauré, il a créé un dispositif qui allait donner naissance à cet État. Mais je ne suis pas tellement d'accord quand vous dites qu'il a été bloqué. Il n'a pas été bloqué parce qu'il a continué à vivre en underground. Dans les révoltes toutes les révoltes qui se sont déroulées par la suite, après 1847, toutes les révoltes qui se sont déroulées, se sont déroulées avec l'expérience qu'il avait instituée. Et dans cette idée, vous prenez une chose qui est très simple. En 1852 commence la conquête du Djurdjura. Qui prend la tête de la conquête du Djurdjura? C'est un des lieutenants d'Abdelkader Boubarla. C'est un lieutenant qui n'est pas dans une zone fortement tribalisée, comme la Kabylie du Djurdjura. Très fortement. Eh bien, c'est un arabophone, c'est pas quelqu'un avec la Fadma de Sommer qui galvanisait les troupes. Mais c'est lui qui a pris le commandement des troupes. Donc, tout cela, à mon avis, je n'ai pas bien entendu tous les éléments nécessaires pour étayer de façon, pour l'historien que vous êtes, étayer tout cela d'une façon scientifique et autre. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui fait que l'Algérie n'a plus jamais été comme avant. Malgré ça, disons, le fait qu'il
qu'il ait rendu les armes, il ne s'est pas rendu, il a rendu les armes. Et les Français parlent de la reddition de l'émir. Il a rendu les armes parce qu'on lui avait promis de l'emmener à Saint-Jean d'Acre ou à Alexandrie. Avant de revenir justement sur la fin de la résistance de l'émir, je reviens donc vers vous, monsieur Dahsen Djaker. L'émir, il va mettre en place les fondements, il va jeter les bases d'un État avec comme principe la loi à la main. Je le cite, hein, c'est une traduction. C'est donc, et là avait une haute idée de la justice quand il s'agit de ses concitoyens, n'est-ce pas? Oui, justement, tout d'abord, si vous permettez, oui. Pour ne pas rester attaché à la résistance et à l'émir Abdelkader, la France, le colonialisme, lorsque Mascara a été occupé le 30 mai 1841, la mosquée a été transformée en un magasin de céréales. Non seulement, c'est-à-dire elle a aussi enterré un marabout ou un saint juste à côté de la mosquée, pour que la population de Mascara ne soit pas attachée à la mosquée sur le plan symbolique. Oui. Et jusqu'à maintenant, Mascara, on dit Sidi Hassan, c'est-à-dire ce saint ou ce marabout qui a été enterré. Le but des occupants du colonialisme, donc non seulement il a transformé la mosquée en un magasin de céréales, mais il a aussi enterré un saint ou un marabout juste à l'intérieur de la grande mosquée de Aïn Baïda. Donc pour ce qui est de votre question, l'émir Abdelkader a fondé pour moi un État moderne, parce qu'il était ouvert, très ouvert, où il avait aussi cette dimension nationale. Lorsqu'il a constitué les 8 khalifaliq, ou les wilayas, les départements, on trouve les chefs de wilaya, on les trouve de toute l'Algérie. Oui. Par exemple, Ben Allal de Meliana, il était de Qléa. Ben Salem en Kabylie, à Bourni. Ben Salem Mokrani, oui. Il était de la Kabylie. Oui, 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 oui. Donc on constate là que l'émir Abdelkader, il était très avancé. Et la dimension nationale de son entreprise. Hein. Voilà, la dimension nationale. Et puis aussi, il était très ouvert parce qu'il n'avait pas, comme disait M. Boukhalifa, l'émir Abdelkader n'avait pas les moyens techniques. Tout ce qui est pour la construction des fusils, pour ce qui est de la formation professionnelle, parce qu'il a même, c'est-à-dire il avait des écoles de formation professionnelle. Et les professeurs étaient de Marseille, des Européens. D'Italie également. Et d'Italie. Oui. Ce qui prouve que l'émir Abdelkader était visionnaire, il était pour la modernité, il avait la notion de l'État. Ouais. C'est-à-dire, ce qui était plus difficile, c'est qu'en même temps, il construisait l'État algérien. En même temps, il y avait la résistance armée. En même temps, il menait donc la résistance armée. Ce sera donc le volet, le prochain volet de ce débat. Mais avant, j'aimerais bien revenir sur une chose importante avec vous, M. Boukhalifa Mazid, c'est cet État qui a été mis en place avec vous, M. Boukhalifa Mazid. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la nature donc, de cet État? Il est peut-être
il était peut-être prématuré pour dire la nature exacte, mais la configuration de cet État. Il est important de dire qu'il a voulu mettre fin à un système hanté, c'est-à-dire le système des Ottomans qui était imposé par le Dey, par les Beylika et le Dey. C'est-à-dire une nouvelle territorialité. Il a choisi une nouvelle... Les khalifaliques, les agaliques et toutes les structures qu'il a créées ont été des structures qui n'avaient rien de commun avec les anciennes structures. Donc un meilleur découpage et pour une meilleure gouvernance. Ensuite, il a introduit, et très rapidement, il a introduit un certain nombre de réformes, notamment au niveau de l'exploitation vénale de l'univers économique du pays. C'est-à-dire un certain nombre d'impôts ont été supprimés, un certain nombre de taxations, de choses qui ont été totalement supprimées. C'est un petit peu cet État démocratique et social, d'une façon plus moderne, visé par l'appel du 1er novembre et confirmé par la Sunam. C'est un État qui, au service du peuple, et non pas au service d'une caste, d'une tribu ou d'une puissance, encore moins d'une puissance étrangère, parce que nous étions habitués, les richesses de ce pays. Sur quoi était basé l'État ottoman? C'était les courses, les taxes, mais au service de la sublime porte. Bien sûr que le Dey s'en mettait plein les poches pour être trivial, mais ce qui est important, c'est qu'il en était fini de cet État. L'État vénal, c'est un État au service des gens qui travaillent et des populations. C'est vrai que c'est prématuré aujourd'hui de dire, mais il y avait les signaux, ce sont des signaux qu'on a retrouvé par la suite. C'est la proclamation, l'appel du 1er novembre est très précis. Un État démocratique et social. C'était un petit peu ce qu'il visait. Monsieur Belkacem Mokhtar Hadjaïl, on vient d'évoquer un petit peu le début de l'émir, le début donc de ce projet monumental de l'émir Abdelkader, mais j'aimerais aborder avec vous les exploits de l'émir sur le plan militaire, parce qu'il s'est révélé très vite un véritable chef militaire, un véritable stratège. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ce fait d'éclat qui était la victoire de la Makta? En fait, le point de départ, c'est la volonté de la France coloniale de s'attaquer à l'émir, de s'attaquer à Mascara. Oui. Mascar, hein, je préfère employer le mot Mascar. Oui. Hein, donc, qui était le berceau de la résistance. Dans ce cadre-là, il y a eu 3 tentatives. La première tentative qui est très connue, c'est la bataille de la Makta, en juin 1835. Je crois que je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'elle est suffisamment pour les téléspectateurs, connue. La configuration de cette région, parce que c'est important, c'est ce qui a permis à l'émir également d'écraser les forces coloniales. Oui, on ne peut pas, dans une bataille ou dans un combat, on ne peut pas, disons, mettre de côté le contexte dans lequel elle a lieu, les conditions, la topographie des lieux, etc., etc. Une région marécageuse. Oui. Il est d'ailleurs pour une bonne partie qui est encore là. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la deuxième tentative pour occuper Mascara. Vers la fin de l'année de 1835. Exactement. Oui. Hein? Et c'est situé sur 3 jours, je pense. En décembre, c'était le début décembre 1835. Entre le 5 et le 9. Pardon? Entre le 5 et le 9 décembre. Oui, à partir du 6. À partir du 6. À partir du 6. Là, il y avait deux objectifs. C'était bien sûr l'objectif principal. C'était, comme j'ai dit, je viens de le dire, mettre fin à la puissance de l'émir. Hein? Et c'était aussi se venger de l'affront subi et de la défaite cuisante subie lors de la bataille de la Makta. Donc il y avait 2 objectifs à réaliser. Le fait est que
Même la deuxième tentative a échoué, même si elle a été présentée par la France comme une victoire, au point que les écoliers avaient bénéficié d'une journée fériée. Mais ce que les Français, disons, taisent, c'est que d'une part, le fils du roi Louis-Philippe, qui accompagnait Clausel dans l'expédition, avait failli être enlevé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il avait été blessé et qu'il avait dû être rapatrié d'urgence en France. Ça, c'est ce que les gens oublient. Mais ce que les nôtres oublient surtout, c'est que ce qui est considéré comme une victoire par la France, du fait que son armée a occupé Mascara pendant 2 ou 3 jours, ça a été une défaite aussi cuisante que celle de Macta, puisqu'ils n'ont pu parvenir, en se sauvant de Mascara, parce qu'ils se sont sauvés de Muaskar, au départ. Au bout de 3 jours, oui. Ils pensaient venir s'installer. Mais ils ont dû la quitter. Clausel a pris la décision, le 8 décembre, de partir. C'est très simple, pour résumer la situation. Et là, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ses agents qui le disent, à commencer par son secrétaire. Au point que ces soldats préféraient se suicider. Mais si seulement se préféraient se suicider. Ils se suicidaient. Au point que pour manger, ils mangeaient les cadavres de leurs chevaux et même, hachakoum, des chiens. Tout ça, les historiens le taisent. Alors que ça a été, pour la France, il la considère ça comme la preuve, les festivités, ils avaient prévu des festivités incroyables à Paris pour le retour de Clausel et du fils du roi. Mais ça a été exactement peut-être que la Macta, peut-être dans d'autres dimensions, d'autres proportions, mais ça a été également une défaite. Bon, il faut dire que 3 ans après, plutôt quelques 6 ans après, en 1841, ils ont pu la 3e tentative, réussir à entrer à Mascara et à s'y établir. Mais ceci démontre une chose, c'est qu'entre 1835 et 1841, c'est quand même une longue période. Bien sûr. Il a fallu qu'ils attendent toute cette période. Ce qui veut dire il fallait donc... Ce qui veut dire que l'émir Abdelkader était réellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un stratège militaire et un chef militaire. La preuve en est que dans la construction, de la mise en place d'un État, bien sûr, comme on l'a dit, moderne, il a bien sûr constitué son armée, mais surtout, une armée sans matériel militaire, sans fusil, sans munitions, est à la merci de n'importe qui. Dans ce cadre-là, c'est Lahsen, elle a mentionné tout à l'heure, il a procédé à la construction et à l'établissement de manufactures d'armes. D'armes amliana. En particulier à Mascara. D'abord. Il a commencé par Muaskar. Oui. Il a commencé par Muaskar. Et quand les Français sont rentrés à Mascara en 1835, ils l'ont détruite. Ils l'ont fait à Miliana, à Médéa, Taqdemt. Et là, c'était pour se libérer avant, pour s'approvisionner en armes. Ça venait soit de la frontière du Maroc, Gibraltar, etc., soit du côté de Tunis. Donc là, il s'est libéré un peu de la même mise. Même d'Angleterre. Oui, d'Angleterre. Non, quand j'ai dit Gibraltar, c'est à l'acheminement de là-bas. Donc, il s'est libéré un peu, et c'est vrai, enfin, même ce qu'il a fait, ce que faisait l'émir Abdelkader. Ça, c'est le premier point. Un autre point sur lequel je voudrais, dont je voudrais parler, c'est que tout chef de guerre qu'il était, à la différence des autres chefs de guerre qu'on a connus dans l'histoire et qui n'accordaient aucune importance à la vie des autres, à la vie de l'ennemi,
Tel n'a pas été le cas pour l'émir Abdelkader, qui a été le précurseur en matière de droit des prisonniers, en matière humanitaire. C'est lui d'ailleurs, vous savez, il faut toujours faire des comparaisons. La France accordait, si j'ai bonne mémoire, et là vous me corrigez, 5 d'euros à tout militaire français qui ramenait une paire d'oreilles d'un Algérien, d'un Arabe, d'un Algérien. À la question qui a été posée à l'émir Abdelkader, c'était l'inverse. Gare à celui qui faisait du mal, ou qui pouvait faire du mal aux militaires français qu'ils arrêtaient. La question lui a posé combien vous nous donnez. Je vous donnerai une flagellation, 10 coups, ça m'a tenu à la plante des pieds. Tout ça pour dire. Le respect des prisonniers déjà à l'époque. La preuve en est que des années après, maintenant, son buste trône au siège du comité international de la Croix-Rouge. C'est un volet qui, à mon avis, à mon sens... C'est le côté également humaniste justement, de cet homme. Voilà. Exactement. Voilà. Monsieur Abd Sultana, donc l'émir menait une résistance contre les Français, mais on lui a également imposé des circonstances par les voisins marocains, par Moulay Abdelrahman, qui l'a trahi, donc, parce qu'il l'avait combattu, qu'il l'avait chassé, suite notamment au traité de Tanger, n'est-ce pas? Oui, mais avant ça, je rebondis peut-être oui. sur la question de la bataille de la Marta. Je dirais que l'émir Abdelkader a fait subir à la France 2 défaites humiliantes qui restera dans l'histoire, à savoir la bataille de la Marta et la fameuse bataille de Sidi Ibrahim en 1845, où l'émir, où la France plutôt avait perdu 200 de ses soldats et l'émir a fait prisonnier plus de 200 prisonniers. La bataille de Sidi Ibrahim, qui était la dernière bataille qui a marqué l'épopée de l'émir Abdelkader. Et jusqu'à nos jours, dans l'armée française, jusqu'à nos jours, pour l'armée française, le 14 juillet défile, et il y a le bataillon Sidi Ibrahim qui passe. Ils ont baptisé un bataillon sur la bataille de Sidi Ibrahim. Oui. Pour vous dire que la bataille de Sidi Ibrahim, c'était unique dans son genre, dans sa stratégie. Alors, quand on sait l'émir à cette époque, il était traqué et par les Français et par les collabos de l'intérieur et par certaines tribus marocaines qui étaient poussées par le roi du Maroc. Ça nous amène à parler de l'émir Abdelkader aux confins algéro-marocaines qui faisait suite à la prise de Lazmala en 1843. Oui, par le duc d'Aumale. Oui. Par le duc d'Aumale. Après la chute de Lazmala, qui a péni beaucoup l'émir Abdelkader, l'émir Abdelkader opta pour une nouvelle organisation de son État, à savoir la Daïra, qui est une mini-Smala. Donc il l'a placé dans les confins algéro-marocains chez les tribus rifins du Rif marocain, ouais. Où il avait des appuis solides chez les tribus du Rif marocain. Bon, après le traité de Tanger, qui faisait suite à la bataille d'Islay de 1844, où le fils du roi du Maroc avait subi une défaite cuisante de la part du général Bugeaud,
Donc le traité de Tanger stipulait que le roi, soit chassé du territoire marocain. c'est-à-dire déclarer l'émir Abdelkader comme un hors-la-loi Oui. dans les terres marocaines. Oui. Voilà, c'était Voilà, ça, c'était ça. le traité de Tanger. Et suite à ça, le roi Moulay Abdelrahman Même. avait mis en place une armée de 50 000 hommes, n'est-ce pas? 50 000 hommes pour traquer l'émir Abdelkader. Donc, il a même poussé les tribus du Rif marocain À se soulever à se soulever contre l'émir Abdelkader et a coupé l'aide à l'armée de l'émir Abdelkader. Donc l'émir était financièrement était étranglé, socialement était pourchassé, militairement il était dans un état où il ne pouvait pas, c'est-à-dire pouvait pas rentrer en Algérie et mener des la rallyas résistance comme il l'avait commencé. comme il avait commencé. Monsieur Hassan, j'aimerais donc aborder avec vous, parce que l'émir, c'est vrai qu'il avait lancé plusieurs chantiers, celui donc de l'État, mais aussi la résistance, mais en même temps, pour gagner du temps, c'était stratégique de sa part, il avait signé un certain nombre de traités, donc, notamment le traité des Michel, mais qui seront remis en cause par les Français, n'est-ce pas? Oui, si vous permettez, Oui. tout à l'heure vous avez posé une question sur la justice Comme chez l'émir. fondement, comme principe. Chez oui. l'émir. Oui, 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 oui. L'émir Abdelkader, certes, il a appliqué la charia, Oui. mais en même temps, il était indulgent et tolérant, surtout pour ce qui est des étudiants prisonniers ou ceux qui donnent des cours aux Algériens Oui. de l'État, à la population de l'État. Donc ils sont libérés. C'est ou graciés. C'est un point très important. Et c'est pour cela que, comme disait M. Hachel, l'ONU a rendu hommage à l'émir Abdelkader précisément en 2010. Et c'était vrai, l'ONU a reconnu que l'émir est précurseur des droits des prisonniers avant le traité ou les accords de Genève en 1949 sur les prisonniers, les droits des prisonniers. C'est un point très important. Pour ce qui est des traités. Des traités, Oui. surtout les deux traités. Oui, des Michel et C'est de Desmichel en Tafna. 1934, je pense, Oui. Et la avec Tafna. le général Desmichel. Oui. Et le deuxième traité, c'est de Tafna, De Tafna, du oui. côté d'Ain Tmouchent. Oui. Ain Tmouchent. Ce qui est très important, c'est que la France a reconnu l'État de l'émir à travers ces deux traités. La preuve, il avait un consul de l'émir ou de l'État algérien à Oran. Oui. On peut citer même, il y a ses descendants à Mascara, toujours, la famille Mohr, Mohr Habib, Hadj Habib. Oui. Il était consul, sorte d'ambassadeur de l'émir à Oran, À Oran. où il y avait beaucoup aussi de 4 ou 5 qui se sont succédés de consuls de France à Mascara, comme Eugène Doma, le capitaine Eugène Doma, Varnier. Donc, la France a reconnu l'état de l'émir. Dans ces traités-là, on constate que l'émir, la France a permis à l'émir de désigner un consul. Et aussi, la France désigne un consul à Mascara. Le premier point, très important. Le deuxième point, l'échange de prisonniers Oui. et ça se fait entre deux forces, Oui. la France et l'Algérie, c'est-à-dire l'émir Abdelkader, l'état de l'émir. Le troisième point, c'est le commerce entre les deux États, c'est-à-dire entre guillemets les deux Des États. échanges. Des échanges commerciaux. Les Commerciaux au échanges sens commerciaux propre du terme, oui. entre La partie. la partie occupée par la France et l'état de l'émir. l'émir. Mais il y a pour ce qui est de la côte, l'émir n'avait pas de région, une partie qui Qui est la donnée côte, sur la mer, oui. Sur la mer, oui. Oui. Voilà, c'est
C'est très important. Et l'émir Abdelkader a préféré signer les deux traités, c'est pour reconstruire l'armée et mener d'autres batailles contre la France et la fondation d'Ezmala et la bataille de, comme disait M. Sultana, la bataille de Sidi Ibrahim. Oui. Ça prouve que l'émir il a signé ces traités pour reconstruire, pour refonder encore une fois son État et son armée. Monsieur Boukhel Farmazit, à partir de 1841, les procédés de la colonisation vont changer. À leur tête, Bugeaud qui va orienter le système colonial donc, vers une présence définitive en Algérie, et puis il va déclencher une sorte de terre brûlée un peu partout en Algérie. Ça va être le rouleau compresseur, c'est-à-dire que Bugeaud avait pour mission de coloniser. C'était fini, les tergiversations, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on ne reste pas, mais là il avait mission de coloniser, c'est-à-dire, et pour coloniser il ne le cachait pas, il disait qu'il fallait affamer les populations, raser les récoltes, les arbres, etc. C'est-à-dire faire du mal à la terre, c'est-à-dire blesser la terre jusqu'à fond, tuer la terre elle-même qui nourrit ce peuple. Il y avait, et c'est indéniable, il y avait une volonté de génocide, on ne peut pas le nier, chez Bugeaud très particulièrement. Chez Bugeaud. Il y avait cette volonté, et Bugeaud, pour cela, pour arriver à ses fins, la France a mis tous les moyens du Royaume de France. Je rappelle encore une fois que c'était à l'époque la première armée du monde. Ils sont arrivés jusqu'à 110 000, l'armée d'Afrique avait 110 000 hommes. Ils avaient des moyens considérables, et il a changé de stratégie en adaptant son armée. Il l'a adapté au pays, à la situation, au climat. Il a même changé les tenues, tout ce qui faisait que c'était une armée très lourde. Il a allégé au maximum la communication à l'intérieur des corps d'armée eux-mêmes, et une armée qui ressemblait pratiquement à celle de l'émir. C'est-à-dire très mobile, très rapide, qui procédait par réseau, des razzias, et tout cela a été fait justement dans cette optique de politique de la terre brûlée. C'est-à-dire il ne faut rien laisser. Malgré cela, bon, il y a eu la politique, et là, une guerre, il n'y a rien qui ressemble à une guerre que notre guerre. Le système des militaires qui étaient de l'adaptation de l'armée aux nouvelles conditions qui ont été imposées par la guérilla pratiquée ici, on va la retrouver avec les commandos Georges pendant la guerre de libération, c'est-à-dire qu'on a adapté du côté de Saïda, un petit peu partout, les commandos Georges intervenaient, ce qu'on appelait les commandos de choc à l'époque. La torture, par exemple, la torture était systématisée à l'époque pour faire avouer aux soldats de l'émir où ils cachaient les silos, où se trouvaient les silos à grains, qui étaient cachés, etc. Et pour dire que rien ne ressemble à une guerre qu'une autre guerre, c'est-à-dire que ce système de silos et de terre brûlée qui a été constaté pour la première fois peut-être dans l'histoire, c'était avec le Kahina qui cachait ces silos qui semblaient qui brûlaient tout le reste. Donc c'est le rouleau compresseur qui va s'imposer. Et là, on va utiliser au maximum des corps d'armée recrutés sur place, des spahis, des zouaves, de tout ce qui pouvait nuire. Donc, face à ce rouleau compresseur, l'armée de l'émir, bien entendu, s'est amusée. Ses capacités d'intervention, son champ d'intervention s'est rétréci, même si la volonté, c'est-à-dire ce qui subsistera de cela, c'est qu'il n'y aura plus jamais, à partir de là, plus jamais de moyens d'entente, ni de raison d'entente
jusqu'à 1954, qui reprendra exactement ce flambeau, qui a ce message qui vient de très loin, et jusqu'à l'indépendance. Ils ont toujours refusé la négociation. Donc, oui, allez, oui, oui. Bugeaud, je dirais un mot. Depuis cette date, de cette époque, l'Algérie est devenue une affaire de politique intérieure française. Oui. C'est-à-dire Bugeaud, dans ses razzias, donc il accomplit une tâche de politique intérieure française parce que, n'oublions pas, l'affaire Brossard, du général Brossard, qui a fini par écarter ce général parce que Bugeaud avait fait des clauses secrètes entre lui et l'émir Abdelkader dans le traité de la Tafna sur les prisonniers de Marguerite, les prisonniers algériens qui étaient détenus à l'île Sainte-Marguerite, où Bugeaud, pour des raisons électorales, a annexé au traité de la Tafna des clauses qui le favorisaient et qui lui permet de gagner des voix lors des élections de la Gironde en France. Oui. Donc, et Bugeaud, cette politique de terre brûlée, c'est-à-dire la presse française à l'époque, dénonçait cette politique et qualifiait cette politique de terre brûlée comme étant une manière que Bugeaud avait choisie pour se faire élire dans les élections de la Gironde en France. Un deuxième point, c'est-à-dire le retour de Bugeaud à partir de 1842 sur la Seine avec 100 000 hommes sonnait la fin de la résistance organisée de l'émir Abdelkader. Juste d'un mot. Oui. Je voudrais dire ceci, et merci de me donner l'occasion de rappeler ceci. C'est que l'idée de départ de la conquête de l'Algérie et d'Alger, c'était le trésor d'Alger. Voilà. Et cette quête du trésor, et on parle très peu de cette armée corrompue, c'est-à-dire jusque du caporal. Notre armée, il faut parler d'une armée de brigands. Une armée de brigands. Oui. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette armée d'Afrique, qui est venue avec de Bourmont 37 000 hommes, vous imaginez 37 000 hommes qui débarquent dans une ville de 30 000 habitants. Oui. Mettez ça aux proportions d'aujourd'hui d'Alger qui fait 4,5 millions. Combien de millions de soldats qui sont venus. Mais cette armée va lui coller, la corruption va lui coller à la peau. C'est-à-dire que les généraux, la corruption, les passe-droits et tout. Et ils vont finir par la suite, cette armée va finir par la suite s'allier aux gros colonnats. C'est-à-dire les gros colons, ils vont s'allier pour encore et encore prendre et voler. Et ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on parle d'une armée, oui, cette armée napoléonienne, parce que ensuite, cette armée, nous allons assister à partir des années 50, de la fin des années 50, pendant la guerre de libération nationale, c'est une armée qui va devenir une armée de putschistes. C'est une armée qui va tenter de tuer le président, de tuer la République. Donc cette armée d'Afrique, parce qu'il vient de ces moments de corruption, de ces actes de corruption, va traîner ce boulet jusqu'à 1962 pratiquement. Monsieur Belkacem Mokhtar Djeïl, est-ce que M. Boukhalifa Amazit parlait d'une volonté génocidaire de la part de cette armée coloniale? L'exemple le plus éloquent, c'est les enfumades du Dara, n'est-ce pas? D'ailleurs, qui vont porter un coup au moral donc, des troupes de l'émir, n'est-ce pas? Ces enfumades. C'est-à-dire que là, je vais prendre la suite de l'intervention de M. Boukhalifa. Je vais prendre un exemple à Maskaramen. Oui. À Mouaskar. Oui. Il faut rappeler d'abord une chose, c'est que la colonisation ne pouvait pas se faire sans terre.
La première des choses, c'était d'abord s'accaparer des terres. Et le premier arrêté qui avait été pris en ce sens l'a été au lendemain même de l'occupation de Mascara par Bugeaud. C'est-à-dire la première des choses. La deuxième des choses, justement concernant cette armée dont la France a gonflé tous les attributs sur tous les plans, c'est vrai, non seulement c'était des corrompus, mais des voleurs. Et l'exemple a été donné ici à Mascara même, lorsque la décision a été prise de mettre en place un centre de peuplement à Khsibia. C'est le quartier, le dernier quartier avant de rentrer sur Mascara. Oui. Et à Memounia, de l'autre côté, Oui. le général qui était chargé de réaliser le projet, un certain Raoul, avait procédé, avait fait un détournement des fonds qui étaient réservés à la construction de ce centre. Donc, enfin, ce n'est pas exagéré. Et ce n'est pas accabler les Français quand on dit que c'était des voleurs, c'était des pillards et c'était surtout des criminels. Vous avez parlé des grottes de la Dahra. Oui. Hein, d'abord, ce n'était pas uniquement la Dahra. Oui. On a eu d'autres. Oui, exactement. Les Exactement. Oufia. Il y a Oufia. Dans La un Oufia, cadre c'est... général que moi je qualifie, enfin, je nomme Félicier, l'emmurement. oui. Hein, Oui. Mais tout près la révolution 54-62, à défaut de grottes, il les mettait dans les caves et il fermait. Et il laissait les gens mourir asphyxiés. Ça s'est passé pas loin de chez nous, à Sfizf, merci à la Combe. Ça s'est passé à Moussaïa, ça s'est passé un peu partout. Là, personnellement, en ce qui concerne les crimes de la France coloniale, j'ai procédé à un inventaire. Il y a une quinzaine de catégories. Et dans chaque catégorie, il y a plusieurs genres. Si on prend la correuse de bois, hein, c'est l'espèce, mais les genres de correuse de bois, Exactement. Oui. hein, il y en avait plusieurs. Donc ils n'ont rien à nous apprendre sur ce côté-là. Et pour en revenir à l'Émir Abdelkader, Oui. il a donné l'exemple, encore une fois, de ce que c'est que le respect de la vie humaine, Oui. de ce que c'est que le respect du prisonnier et de la valeur de la personne. Monsieur Sultana, donc face à cette sauvagerie, l'émir voulait sauver le peuple algérien du génocide qui se préparait. Et puis il décide donc de mettre un terme à la résistance, à la bataille, au sens Voilà. propre du terme, n'est-ce pas? Oui, l'émir fut contraint d'aller à des négociations avec le général de la Mauricienne. Oui. Ces négociations ont porté surtout sur l'arrêt des hostilités et le dépôt des armes, et puis les engagements, le respect des engagements et des uns et des autres. L'émir, sentant les arrangements franco-marocains se mettaient en place après le traité de Tanger, donc il fut empêché par l'armée du Maroc, du Moulay Abdelrahman, de se rendre dans le sud, parce que l'émir Abdelkader voulait quitter le Rif et se rendre dans le sud pour ne pas affronter l'armée marocaine. Parce qu'il avait cette culture de réconciliation, culture hautement religieuse, de ne pas s'affronter avec un autre musulman. Donc il avait préféré de se diriger vers le sud que d'affronter les Marocains. Mais ce n'était pas le cas. Et puis, en voyant les arrangements franco-marocains se mettaient en place, l'émir a décidé, en concertation avec ses lieutenants,
d'arrêter la lutte armée dans la conception de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, qui était un homme religieux, et il avait une culture soufie très approfondie, et il pensait ça comme étant la fin du petit djihad au grand djihad. C'est-à-dire cette guerre qu'il a menée contre la France, cette résistance contre la France, et il l'a considéré comme djihad asghar. C'est un petit combat. Donc, et mettre un terme à cette lutte armée, c'est vouloir s'inscrire dans le djihad, l'akbar, c'est-à-dire la piété, et se consacrer à sa religion, à sa piété. Donc ce qu'il a amené, il a amené à signer avec les Français, avec le général de la Mauricière, ce traité de dépôt des armes. Ce n'est pas une soumission. Ce n'est pas une soumission, c'est pas une soumission, mais ce traité s'est fait suite à des négociations. N'oubliez pas, il y avait des négociations. L'Amir imposa certaines conditions au général Lamouricière. Le général Lamouricière contactait le duc d'Aumale, voilà, l'Amir, les conditions de l'Amir, c'est ce que vous dites. Donc, il y avait des allers-retours comme ça. Donc, et quand l'Amir Abdelkader a vu que la France avait accepté toutes ces conditions, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan social, sur le plan tout, donc il est arrivé à Jmaat al-Ghazawat, où il a conclu ce traité avec le général de la Mauricière et le duc d'Aumale. Et puis il a quitté l'Algérie en pensant qu'il a quitté l'Algérie pour aller à Akka, en Palestine. C'était ça. Il faut préciser qu'il avait reçu la main. Ah oui. Il l'avait reçu. C'est-à-dire Voilà. que c'était le premier détournement, comme il y a eu le premier détournement d'avion, il y a eu le détournement du bateau. Du bateau, exactement. C'est vraiment de la piraterie. Monsieur Hassan Tchaker, l'émir Abdelkader avait mené une résistance de 15 années, sans se décourager, sans aucun appui externe. Il a eu face à lui une armée française sauvage. En tant qu'historien, comment vous voyez la fin de cette résistance? La fin de cette résistance, c'est ce qu'il faut garder, justement, c'est ces 15 années. Oui. Ces 15 années chargées d'histoire. Non seulement il y avait de la résistance armée, mais il y avait aussi de la culture de l'État chez l'émir Abdelkader. Il y avait aussi ses positions envers les humains, les hommes, c'est-à-dire. Sur le plan national et international, parce qu'il avait signé des traités. Et aussi, il faut tirer des leçons. Oui. Surtout pour ce qui est des générations, les générations montantes, et ces générations du XXe siècle, qu'ils soient fiers de l'histoire de l'émir Abdelkader et de sa bravoure, surtout lorsqu'on sait que la résistance de l'émir par rapport à la situation, par rapport aux défis, par rapport à la trahison du Maroc d'un côté, de certaines tribus à l'intérieur du pays. Donc l'émir Abdelkader nous a laissé des leçons et prouve que même lorsqu'on n'a pas de moyens, on peut arriver et à défendre notre pays et à défendre nos valeurs religieuses, humaines, etc. Et il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Aujourd'hui, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ce sera la dernière question, a relancé officiellement le projet du film sur l'émir Abdelkader. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'historien?
C'est une bonne chose. Mais il demande, ce film-là demande beaucoup de temps et de travail et de bien choisir les spécialistes, les historiens, et les spécialistes qui travaillent sur le film. Voilà. C'est ce que je vois. Même question, monsieur le professeur Abed Soltana. Donc, le président de la République aujourd'hui, il a affiché une volonté extraordinaire concernant la préservation de la mémoire nationale et la mémoire de l'émir, en particulier à travers donc, le fait d'avoir encouragé ce projet donc, du film sur l'émir Abdelkader. C'est une initiative très louable de la part du Monsieur le Président de la République, quand on sait surtout que l'émir Abdelkader, c'est un personnage multidimensionnel. Il y a le culturel, il y a le religieux, il y a le politique, il y a le militaire, il y a le diplomatique dans la personnalité de l'émir Abdelkader. Donc un film sur l'émir Abdelkader, il doit tenir compte de tous ces aspects de la personnalité de l'émir Abdelkader et non uniquement focalisé sur l'aspect militaire, l'aspect chevaleresque de l'émir Abdelkader. Donc il faut intégrer toutes ces dimensions dans le scénario du film qu'on espère sortira très bientôt. Merci. Monsieur Belkacem Mokhtar Jail, la même question. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette initiative? Je ne peux penser bien sûr que du bien. Oui. On ne peut pas parler d'un homme qu'on considère comme fondateur de l'État algérien. Une figure de proue de la résistance nationale. Et bien sûr, flambeau de la résistance contre l'occupant français durant 15 ans. Si on ne met pas en valeur son œuvre à travers un film à la mesure de sa personne et la décision qui a été prise, pas seulement de réaliser un film, mais de créer une société spécialement dédiée à ce film. Je crois que c'est un fait unique, à ma connaissance. Hein, généralement, on confie ça à un réalisateur, un producteur, enfin, je ne sais pas. Mais créer une société, une instance chargée exclusivement de la réalisation de ce film, moi je dis bravo. Ce que j'espère, pour rejoindre mes amis, c'est que le projet soit réellement pris en charge sérieusement. Quand je dis sérieusement, ça dit confier la tâche aussi bien sur le plan historique que sur le plan technique à des connaisseurs. Oui, oui. À des connaisseurs. La personnalité de l'émir Abdelkader, Allah yarhamou, est une personnalité multiple. Facettes, sur tous les plans religieux, militaires, etc. Poète, il ne faut pas l'oublier. Hein? Donc, pour faire ressortir toutes ces facettes, là, il faudrait vraiment des spécialistes dans chacune de ces facettes. Un film à la mesure de l'homme, M. Boukhalifa Mazik. Un film ne rendra jamais la mesure de l'homme. Un film, ce n'est pas suffisant. Si je prends des personnages historiques, Napoléon, il y a 300 films sur Napoléon. Combien y a-t-il eu sur Lincoln, sur Washington, sur Lénine, sur Lénine et d'autres, et d'autres, et d'autres. Ce film est important néanmoins et il est très important. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé depuis 60 ans après. 60 ans après, ça fait 60 ans qu'on parle de faire le film, le film. Je crois qu'il en faut des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ceci étant, pour être dans l'équipe de Ahmed Rachdi, qui drive un petit peu ce truc dans cette même équipe, ce n'est pas lui qui va le réaliser, c'est parce que le cinéma a ses exigences, oui. Et l'histoire a les siennes aussi. C'est Ahmed Rachdi qui chapeaute un petit peu le groupe de travail. C'est dans la perspective de faire un film, mais aussi d'universaliser
le personnage qu'il a été. L'émir Abdelkader n'est pas le résistant à la France, il a été le résistant au colonialisme. Et comme la guerre de libération nationale, je disais tout à l'heure ce message qui est repris en 1954, les moudjahidines qui ont décidé de prendre le destin de l'histoire de ce pays en main étaient aussi démunis que l'émir qui rendait les armes. Voilà qu'ils reprennent ces mêmes armes, tout aussi dérisoires, des fusils contre une armée, encore l'armée française, 4e armée du monde. Et ils reprennent, donc c'est surtout le message qu'ils ont repris. C'est ce message qu'ils ont pris, et c'est ce que ce film va rendre. L'objectif de ce film, c'est de rendre ce message, c'est de dire qu'est-ce que l'émir Abdelkader a d'algérien. Alors nous allons chercher dans l'émir Abdelkader ce que nous avons de lui. Ce sera la dernière, donc la conclusion de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir participé à cette émission. Je tiens à remercier également toute l'équipe technique de la station d'Oran qui m'a aidé à préparer cette émission. À leur tête, le réalisateur de cette émission, Samir Hamidi. Je remercie également la wilaya de Mascara, le chef de Daïra, donc d'Oris, et remerciements particuliers également au directeur de la culture de la wilaya de Mascara. Excellente soirée et à bientôt.